La vie, c'est pas juste les personnes qui souffrent d'anorexie ou qui ont un diagnostic plus sévère. Ce qui m'a attirée au podcast, c'est de parler à monsieur, madame, tout le monde qui ont souvent des enjeux par rapport à leur image corporelle. La majorité des gens qui ont de la difficulté avec leur corps, avec leur poids, sont des personnes qui ont tendance à vouloir cacher leur souffrance. Je pense qu'ils ne se croient pas légitimes, good enough. Je pense qu'il y a aussi la société qui va vraiment juger les personnes qui sont plus dans un corps plus enveloppé. Bienvenue au podcast Reprendre ma place. Je suis Sophia Zito, votre animatrice. Le podcast Reprendre ma place, c'est simple, c'est des discussions entre filles, sans filtre, sans gêne et sans malaise. J'ai hâte que vous rencontriez notre invité aujourd'hui. Moi, ça a été un coup de cœur et je suis certaine que ça va l'être pour vous aussi. Quand on voulait trouver un collaborateur, collaboratrice pour notre podcast, ça s'est fait naturellement. Même si le podcast n'est pas à propos des troubles alimentaires, c'est impossible de parler de bien-être féminin sans aborder l'image, la relation complexe qu'on a, les femmes, avec notre image, notre corps, par rapport à la nourriture. Tania Lemoine, c'est une spécialiste des troubles alimentaires, mais ça va bien au-delà de ça. Alors, pourquoi on a décidé de collaborer avec la clinique BACA? On voulait des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Les gens de la clinique BACA, ce sont des gens qui sont bienveillants et qui sont aussi des professionnels, des spécialistes. Alors, on aimait le côté spécialiste, on aime le côté cœur. Ça s'est fait naturellement. Puis le côté spécialiste, c'est le fun parce qu'ils vont pouvoir venir des fois valider beaucoup d'interrogations qu'on a. BACA accompagne des gens depuis 25 ans et je le sais de la première ligne et de plusieurs témoignages que j'ai eus au fil des années. Et il sauve des vies, littéralement, à chaque semaine. Alors, c'est le fun de pouvoir collaborer avec des gens qui ont ce genre d'impact-là dans la vie. Tania Lemoine a un parcours très, très enviable. Elle a obtenu son bac, sa maîtrise et son doctorat des Ivy League américaines, alors des plus grandes universités américaines. C'est une passionnée de la cause des troubles alimentaires. Puis, si vous me permettez, pour ne pas en oublier, c'est une spécialiste certifiée de l'Association internationale des professionnels en troubles alimentaires. La clinique a été fondée en 2021 en 2001. Je venais de dire 25 ans. En 2001, à Montréal, et elle a un rayonnement pan-canadien. Tania Lemoine, bienvenue. Merci, la belle Sophia. Ça me touche beaucoup ce que tu viens de dire. En même temps, c'est tellement facile parce que c'est vrai. Et puis, on l'a vécu même juste avant de commencer l'enregistrement. C'est vrai. Toute l'équipe, on était 5 ici, puis on a vécu un moment là, qui a donné des frissons. Tu sais, comment ça connecte facilement. Oui, c'est vrai. Mais c'est important, ça va au-delà. Je comprends que c'est important d'être spécialisé, surtout dans un domaine où, par exemple, ma clinique, ce sont des spécialistes, ce sont des professionnels. Mais il faut être de cœur, il faut croire en ce qu'on fait, il faut aimer les gens. Absolument. Je pense pas que tu puisses aider. C'est ça. C'est pas ça ta première intention. Mission de vie aussi. Mission de vie. Absolument. Bien, justement, Tania, là, j'ai dit ça tellement rapidement. Oui. Mais toi, j'aimerais ça que tu nous parles de nous et de ta clinique. Ah, t'es fière. Mais pas de nous, mais de toi. De moi. Je veux que tu parles de toi et de ton équipe. Bien, en fait, c'est intéressant que tu me poses ça parce que de plus en plus, je me vois... Tu sais, quand on est plus jeune, des fois, on a une insécurité puis on veut mettre ses doctorants au premier niveau, etc. C'est sûr que j'ai une instruction qui est envieuse. Je remercie mes parents de m'avoir aidé dans ce parcours-là. Mais aujourd'hui même, je me sens plus comme une humaine, une mère, une professionnelle, une spécialiste de la santé mentale qui aime travailler avec les gens, qui aime aider les gens. Puis c'est sûr que BACA, boulimie, anorexie, compulsion alimentaire, ça, c'était le nom initial. Bon, je suis contente que tu m'as dit, parce que j'avais une de ces questions-là. Ça veut dire quoi, BACA? Oui, et un nom, ça nous suit pour toujours. Alors, je ne sais pas si j'aurais nécessairement choisi ce terme-là aujourd'hui, mais c'est maintenant dans mes veines. Fait que boulimie, anorexie, compulsion alimentaire, mais moi, je crois vraiment qu'un trouble alimentaire, un désordre alimentaire, quelqu'un qui a de la difficulté avec sa relation avec son corps, avec sa relation avec la nourriture, avec l'activité physique, peut y trouver son compte, même si on n'a pas un diagnostic précis. Mais pour venir sur moi, j'ai souffert de boulimie quand j'étais plus jeune. J'étais dans un corps plus gros quand j'étais plus jeune aussi. Je connais ça de proche. C'était comme ma souffrance première quand j'étais
j'étais plus jeune. Alors, j'ai voulu redonner quand j'ai vu qu'il n'y avait pas nécessairement les services ou l'équipe pour m'aider moi personnellement quand j'étais plus jeune. Ça devait être difficile, Tania, dans ces années-là, parce que je regarde encore aujourd'hui tous les tabous qui entourent les troubles alimentaires et la mécompréhension. Puis c'est pas juste comme les gens ne comprennent pas. Oui. Je peux imaginer que quand tu étais jeune puis tu le vivais, ça devait être doublement souffrant pour ça. Mais c'était très souffrant parce que la majorité des gens qui ont de la difficulté avec leur corps, avec leur poids, sont des personnes qui ont tendance à vouloir cacher leur souffrance. Pourquoi tu penses? Je pense qu'ils ne se croient pas légitimes, good enough. Je pense qu'il y a aussi la société qui va vraiment juger les personnes qui sont dans un corps plus enveloppé. C'est sûr qu'il y a de la grossophobie. Je pense que les gens, c'est comme vu, t'es mince, t'es comme en contrôle, puis si t'es gros, t'es pas en contrôle. Exactement. Comme s'il y avait une question de discipline ou moins, comme on associe faussement d'ailleurs. Tout à fait. Puis, beaucoup de personnes vont nommer qu'au début, surtout quand on est sur la voie de la perte de poids, qui est en ligne avec ce qui est désirable dans une société en Amérique du Nord et ailleurs. On se sent fier de soi, il y a une euphorie qu'on ressent. On ne veut pas nécessairement consulter pour aller mieux, pour prendre du poids. Même si la façon qu'on est en train de perdre du poids est très, très nocive. Tout à fait. On a tellement d'encouragement. Puis c'est vrai, ça, c'est un témoignage qu'on a entendu souvent. Vraiment. Moi, j'ai entendu souvent des personnes qui étaient comme dans la pire période de leur vie, en train de perdre du poids, puis se faisaient féliciter par tout le monde, alors qu'à l'intérieur, il était comme en train de vivre une petite mort. Puis, moi, ce qui m'a attirée au podcast, c'est que, oui, bien évidemment, je parle à différents endroits comme professionnel pour les gens qui ont des troubles d'anorexie sévère ou quelque chose du genre. Mais la vie, c'est pas juste les personnes qui souffrent d'anorexie ou qui ont un diagnostic plus sévère. Ce qui m'a attirée au podcast, c'est de parler à monsieur, madame, tout le monde qui ont souvent des enjeux par rapport à leur image corporelle, qui ont... Ça, c'est bon que tu apportes ce point-là parce que je pense qu'il y a des gens... Moi, ça m'arrive tout le temps. Le monde, pour les gens qui ne savent pas, bon, je suis impliquée dans la communauté des troubles alimentaires depuis plusieurs années. Puis aussi, j'agis comme ambassadrice. Et puis, je reçois comme beaucoup de gens qui vont se décrire. Pour moi, je ne peux pas poser un diagnostic. Je ne suis pas une spécialiste des troubles alimentaires, mais je trouve qu'ils cochent beaucoup de cases de troubles alimentaires, mais eux autres ne s'identifient pas comme quelqu'un qui souffre d'un trouble alimentaire. Moi, j'ai toujours, si ça prend beaucoup de place dans ta tête, si ta relation avec ton corps et ton image n'est pas neutre, ou au moins comme n'est pas positive, tu fais partie du spectre, parce que c'est un spectre. Hein, tu as le très sévère, comme tu mentionnais, l'anorexie qui peut aller jusqu'à la mort, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être au début du spectre. Comme dès que tu te lèves le matin, tes premières pensées vont à qu'est-ce que tu vas manger puis quel exercice tu vas faire aujourd'hui pour contrôler ton corps. Oui, puis si tu n'es pas dans un corps qui est émacié, mais c'est délégitimisé. Ouh, c'est un gros mot. Oh, délégitimisé. C'est-à-dire que si ça paraît pas, si tu es dans un corps qui semble être un corps... tu fonctionnes. Oui, que tu fonctionnes, un corps d'une taille normale. Puis là, normal, pour ceux qui nous écoutent, Tania, elle a fait des guillemets. Oui, en voulant dire, parce qu'il y a encore, c'est quoi normal? Oui, c'est ça, exactement. Donc, si ça paraît pas à l'œil nu ou si tu oses être en surpoids, mais non, tu peux pas être souffrant de ça. Il y a vraiment une honte que la société nous inflige. Puis, malheureusement, Sophia, moi, je trouve, ça c'est ma perspective personnelle, mais je trouve que il y a 25 ans, c'était pire, mais il y a 10 ans, c'était mieux. Il y a comme une tournure dans les dernières 10 années. OK, ça, c'est le fun. Là, tu m'amènes ailleurs. Pourquoi, selon toi? Oh, quelle bonne question. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées aux médias sociaux, malheureusement. Oui. Je pense qu'il y a énormément de comparaisons qui sont faites en ligne, les jeunes, ou tout le monde qui peut regarder sur leur téléphone. Absolument. Mais il y a des études. Il y a une étude qui est sortie il y a 2 ans de Sainte-Justine que tu as sûrement vue, qui disait sans équivoque, qui faisait un lien entre l'augmentation des troubles alimentaires chez les jeunes et les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. C'est étudié. Mais au-delà de ça, on se sent de moins en moins bien dans notre... Même si on n'a pas de troubles alimentaire, je comprends ce que tu veux dire. C'est toujours une référence de quelqu'un. Puis, il y a le terme Facebook Reel. Tu sais, c'est le terme, ce que ça veut dire, c'est, dans le fond, ce qu'on voit sur les médias sociaux, c'est « Oh, regarde-moi, au week-end en Floride, avec ma famille, on rit, on prend un verre, tout est parfait. » Mais si ça avait été là... Puis moi, une des plus grandes... gratitude que j'ai pour ma carrière, c'est que c'est mon bureau, là, ici, où on est. Oui, on est à la clinique Baca, d'ailleurs. C'est beau. C'est ça. Puis, fait que moi, je vois la vérité. Quand on ferme la porte de mon bureau et qu'on parle de la vie de chaque personne, c'est pas du tout ce qu'on voit.
sur les médias sociaux? Moi, c'est tellement, je trouve, important d'être authentique puis de le dire, ça, parce que j'ai déjà eu une conversation avec une amie, ça, c'est déjà il y a quelques années derrière, où Oui. elle n'était pas dans une bonne passe dans sa vie. Puis là, Oui. elle regardait les réseaux sociaux, puis elle disait tout le monde a une meilleure vie que moi. Ben, j'ai dit, ouais, tout le monde montre une meilleure vie que moi. C'est Moi, ça. c'était un moment de ma vie où il se passait beaucoup, beaucoup d'épreuves, mais tu sais, j'ai voyagé cette année-là. Puis ça, j'ai dit, regarde, moi, je pourrais poster tel voyage, tel point. Puis on Oui. dirait que j'ai une vie parfaite. Parce Oui. que, est-ce que les gens sauraient que il s'est passé ça, il s'est passé ça, je viens de ça, recevoir un non. diagnostic de cancer? Non, parce que c'est Non. pas ça que je vais aller poster. Exactement. Qui poste? Ah, voici une photo de moi, je viens de me chicaner avec mon mari. Ah, voici une photo de C'est moi, ça. je viens de ramasser toutes les crottes de mon chien. Exact- La vie est pas mal moins glamour Exactement. dans son quotidien que ce que les gens Oui, veulent exactement. montrer. Puis une des choses qui est le plus important à travers le podcast, c'est en lien avec aussi une nouvelle offre de service. C'est pas la seule raison qu'on fait ça, là, mais c'est important pour moi de parler du fait qu'on a décidé vraiment de manière consciente d'aider les gens qui n'ont pas nécessairement un diagnostic à travers nos coachs. C'est bien, je pense pas que tout le monde qui a besoin d'aide va recevoir un diagnostic. Non. Tu as raison, Tania. Non. Puis la souffrance pour une chose, c'est la même chose que la souffrance pour une autre chose. Puis moi, ce que je trouve qui est hyper traite quand on souffre d'un trouble alimentaire, qu'on a continuellement le reflet de son corps, on se voit dans les miroirs, on se voit dans les vitrines. Est-ce qu'on peut aller dans tous les magasins pour acheter la nourriture, les sièges d'avion qui deviennent de plus en plus petits? Tu sais, moi, ça me stresse. Tu n'aurais pas voyagé avec WestJet après leur changement. Non. Fait qu'on est confronté continuellement à notre taille, Ouais. qui est censée avoir une importance qui, dans le fond, mon souhait, c'est qu'on comprenne qu'on a le droit d'exister tel qu'on est, puis Absolument. dans la taille que nous avons. La liberté, hein? Parce Oui. je pense pas qu'on prend pleinement mesure d'à quel point on... Puis c'est pas... Tu sais, tous les enfants, là, de toutes les tailles qui sont souvent petits, Oui. sont tellement libres dans leur corps. Oui. Puis quand ils commencent à être dans les dictats, c'est là que je peux pas me mettre comme si je peux Exactement. plus me mettre en maillot. Exactement. C'est tellement dommage parce que c'est ça, il y a une perte de liberté. Tout à Puis même fait. les filles, dans nos conversations, tu sais, les femmes en général, ça occupe tellement de place. Vraiment. Moi, je me demande tout le C'est temps ça. si on était capable d'évacuer C'est tout ça. ça de notre discours, Oui. puis l'énergie de plus qu'on a, Exactement. qu'on pourrait faire autre Mais chose. c'est ça. Puis c'est ça, pour moi, c'est que on a tant d'heures par jour à l'éveil. Oui. Si on est toujours obsédé ou on regarde, comme par exemple, moi, j'ai appris, c'est un peu difficile quand on représente une clinique pour les troubles alimentaires d'être dans un corps rond, pour te dire franchement. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a quand même, je vois beaucoup de parents, je vois beaucoup de personnes qui viennent ici. Puis là, je parle du rétablissement. Tu Je le le sens, sens. dans ouais. Je le sens, je sens, on me regarde de haut en bas un peu. On est habitué aussi ici dans les cliniques de troubles alimentaires on peut Il y être a trop beaucoup- mince comme professionnel, puis là, les gens se disent est-ce qu'elle a un trouble alimentaire? Ou moi, c'est que si on est plus rond, je peux voir c'est, ça, est-ce ouais. que je suis rétablie? Est-ce qu'en cachette, je vais manger, je vais faire des binges le soir? Est-ce que c'est ça qui explique mon corps? Mais j'ai pris une décision consciente il y a des années, plusieurs années. Ça aide quand on a des enfants Oui. aussi, ça aide quand les gens nous aiment. C'est vrai. Ça aide quand on a un conjoint qui nous aime aussi. Mais je me suis dit, bon, moi, là, c'est fini de me rentrer le ventre ou... tu sais, c'est sûr que les D'essayer de photos... quelqu'un d'autre pour les autres. Oui, exactement. Mais quand on est pris avec ça à travers la journée, on se dit, oh mon Dieu, il faut que je fasse attention. Oui. Il faut que je fasse attention à ce que je porte. Les autres, le regard des autres quand c'est si important. Quand C'est lourd, le regard des autres. Oui, puis la pensée, la rumination, la Oui. persévération qu'on peut avoir, c'est ça un trouble alimentaire. Moi, j'aimais bien parler des désordres alimentaires. À l'époque, C'est comme on ça que ça disait, s'appelait? Oui. Puis maintenant, c'est un trouble des conduites alimentaires. Beaucoup de personnes pensent Ouais, que c'est trouble TA, des TCA. comportements alimentaires. Il y a différents diagnostics. Mais pour moi, si on passe une partie importante de nos pensées à l'éveil, à se dire je suis trop grosse ou je suis pas assez grosse ou il faut que je fasse attention à ce que je mange. Même pour les gens qui pensent d'une manière orthorexique, qui est l'obsession de manger sainement, Oui. si à travers la journée tu dis je peux pas Ben, aller... Je trouve qu'il y a comme même une validation dans la société qui Oui. est cachée parce que là, Oui. ah ben non, mais c'est parce qu'elle elle mange tellement bien, oui, il mange tellement bien parce qu'il veut pas manger. C'est ça. Mais quand ça devient encore une fois obsessif, comme C'est tu dis, ça. puis ça prend toute la place dans ta C'est tête, ça. puis là, t'es rendu que tu peux plus aller au restaurant chez les amis parce que t'es pas capable de valider la C'est qualité ça. de ce qui va C'est ça. ils vont te servir. C'est ça. Ben, on est dans le trouble. Là. C'est ça. Parce que le trouble, pour moi, c'est une relation avec corps ou avec... et c'est pas toujours en lien avec le trouble alimentaire, mais quand on parle de l'alimentation, c'est quand Oui. ça entrave ce qu'on souhaiterait faire dans notre meilleure vie.
d'aller manger avec quelqu'un pour un souper, de se permettre d'aller faire un voyage, d'être capable de se donner la permission. Oui. C'est ça. Moi, je trouve, je reviens tout à la notion de liberté. Oui. Liberté dans ma tête, liberté dans mon corps. Oui, tout à fait. Pas de contraintes externes. Je fais ce que j'ai le goût par plaisir. Le plaisir est souvent évacué. Oui. Je dois faire tant d'exercices. Je dois manger ça. Je dois Exactement. ou je veux. J'ai le goût de faire, de bouger parce que j'aime danser, parce que ça me rend heureuse, parce que tu sais j'ai le goût d'aller marcher avec une amie. Alors tu sais au lieu de j'ai le goût de manger ça un cornet de crème glacée parce que c'est l'été puis c'est le fun. Parce que c'est bon. Parce que c'est bon. C'est ça. Donc tu sais on est dans le je dois ou j'ai le goût. Oui, mais j'imagine que le podcast, en général, pas juste cette entrevue aujourd'hui, on parle beaucoup de cette notion que les femmes, on s'oublie. On oublie nos besoins. Alors, quand tu sais que, dans le fond, ça, je suis capable de mesurer par rapport à mon symptôme. Je sais si j'ai bien agi ou si j'ai mal agi, entre guillemets. OK, fait que là, on se donne des notes. Oui, c'est ça. Exactement. Ah, mais tu demandes, moi, je demande à nos clients... souvent, ils savent pas qui ils sont, ils savent pas ce qu'ils aiment, ils savent pas c'est quoi le plaisir. Fait que c'est très difficile. C'est pas simplement dire « Hey, arrête de penser à... » Faut que de se réapproprier. Oui. De reprendre sa place. Reprendre ma place. C'est ça. J'arrête pas de toucher le micro, je suis désolée. Mais c'est un peu... C'est ça, hein? Reprendre... Dans le fond, quand on était... on pensait pour le podcast, parce que les femmes, souvent, pour des raisons X, se sont retrouvées à côté de leur place. C'est ça. C'est de reprendre ma place, ou le terme anglais, si vous me permettez, le empowerment, c'est de se redonner le pouvoir. C'est ça. Alors, exactement. de dire... Il y a quelque chose qui vient aussi, un peu comme tu dis, j'aime quand tu dis, tu deviens mère, tu sais que tu es aimée par ton conjoint aussi, puis en vieillissant d'un petit peu de comme F-word it. Oui. En voulant dire, tu sais quoi, de laisser de pousser de plus en plus les yeux. Moi, je pense toujours comme que ceux qui m'aiment me suivent, puis les autres, ça leur appartient. Là, ça m'appartient pas. Donc, plus on fait ça, mais j'entends ce que tu dis. Ce que tu me dis, c'est que la clientèle qui vient ici, avec les années, elles se sont tellement oubliées qu'elles doivent réapprendre qui je suis. Parce que c'est bien correct de dire aux autres qui m'aiment me suivre, mais si tu sais pas qu'est-ce que tu aimes puis qui tu es, c'est difficile d'avoir ce discours-là. Puis il y en a qui doivent réapprendre, puis il y en a qui doivent apprendre pour la première fois. Et ça, c'est très difficile. Ça doit. Puis il faut considérer que, dépendamment, tu parlais de continuum. Fait que c'est vraiment, la vie est sur un continuum. Les troubles alimentaires sont sur un continuum. Alors, plus le trouble est sévère, habituellement, plus il y a une composante neurobiologique. Mais c'est pas chaque personne qui va avoir une composante neurobiologique. Il y a vraiment la société, il y a la famille, il y a les amis, il y a notre relation avec soi initialement. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux qui contribuent à notre santé mentale? Il y a tellement de choses qu'il faut considérer. Quand tu dis ça, je peux imaginer, exemple, pour donner l'exemple d'une maman, supposons, c'est pas obligé d'une maman, c'est pas un papa, qui n'a jamais réglé sa relation elle-même problématique avec son corps et la nourriture. Puis elle a des enfants, puis elle exerce ce type de contrôle-là sur ses enfants. Mais là, un des enfants peut réagir et développer. Est-ce que le problème neurobiologique chez cet enfant-là était là? Pas nécessairement, mais s'il y a beaucoup, beaucoup de pression sur de son entourage. Puis là, je dis ça, puis je veux pas culpabiliser aucune maman ou papa parce que c'est déjà tellement difficile. Le but, c'est pas de se culpabiliser, c'est peut-être juste de prendre conscience, puis c'est là de dire peut-être c'est le temps d'aller chercher de l'aide. Tout à fait. Puis, je pense que ça n'a pas besoin d'être une maladie. Une amélioration aujourd'hui, moins par rapport à la grossophobie, plus par rapport à la santé mentale. Je pense que c'est plus accepté dans notre société, en tout cas ici au Canada, aux États-Unis aussi, de consulter quelqu'un. Alors ça va mieux dans le sens où les gens sont moins vilifiés, où on les juge moins. D'aller chercher de l'aide. Oui, d'aller chercher de l'aide. Les hommes, c'est encore plus difficile. Oui, c'est vrai. Les femmes, quand ils ont l'impression que ce sont les personnes qui sont les leaders dans la famille, ou peut-être que c'est difficile pour eux aussi ou pour elles aussi. Mais au moins, il y a ça. Puis je pense que donc de consulter, c'est nécessaire pour quelqu'un qui a un trouble alimentaire, tel l'anorexie, la boulimie, les troubles plus sévères. Et c'est recommandé pour les gens qui ont des troubles un peu plus légers. Là, je voulais apporter aussi le côté aller chercher de l'aide spécialisée. Puis aussi, je veux qu'on parle après ça d'un autre sujet parce qu'on a parlé... Je veux pas oublier qu'on parle d'Ozempic parce qu'on parlait beaucoup de grossophobie. Puis, tu sais, quand tu as nommé des raisons pourquoi
il y a plus aussi, comme tu penses que c'est pire maintenant qu'il y a 10 ans. Oui. Bon, on va revenir à ça. Mais bon, avant qu'on parle d'Ozempic, l'aide... c'est un message qu'on dit toujours à la communauté, aux gens qui souffrent d'un trouble alimentaire ou une problématique qui s'apparente, d'aller chercher de l'aide spécialisée. Oui. Pourquoi c'est important, Tania, de l'aide spécialisée? Pour moi, c'est tellement clair. C'est que, dans le fond, on sait un peu... C'est pas une science pure, la psychologie ou la santé mentale. Par ailleurs, les gens qui sont spécialisés, ils ont un parcours, ils comprennent, ils savent qu'est-ce qui aide. Ils ont des outils, ils ont des stratégies. Ils sont capables de se comparer à la population de gens qu'on voit habituellement. Est-ce qu'on est sur la bonne track? Est-ce qu'on doit dévier? Alors, c'est très important pour moi. Puis c'est vraiment... Ça fait partie des données probantes. Plus on a un trouble sévère, plus il faut s'assurer qu'on soit suivi par des gens qui sont spécialisés de façon multidisciplinaire. Absolument. Moi, je l'ai vécu en tant que maman d'une jeune femme qui souffre d'anorexie. Et j'ai vu la différence, comme même dans un professionnel de la santé mentale qui n'était pas spécialisé en troubles alimentaires, alors que ma fille était dans une reprise de poids. Fait qu'elle n'affichait pas un sous-poids. Elle était dans un poids normal. Puis il l'avait regardé d'en haut en bas, puis il a dit « Tu souffres d'anorexie » en voulant dire qu'il doutait parce qu'elle n'était pas maigre. Ça, c'était un psychiatre. Fait, quand on comprend pas, c'était pas fort. Non. Mais pour dire, c'est parce que lui, il comprenait pas le trouble alimentaire. C'est ça, parce que les phases où même la personne reprend le poids, c'est des phases où elle est le plus fragile et souffrante. Oui. Lui n'avait vu que une image. Elle n'était pas maigre, fait qu'elle ne pouvait pas souffrir d'anorexie. Et c'est juste un exemple parmi tant d'autres où c'est important d'avoir une compréhension. Je pense que les gens ressentent beaucoup. Les gens qui souffrent de troubles alimentaires ou qui se battent avec cette problématique-là, quand ils parlent à quelqu'un, qu'ils sentent qu'ils sont comprises. Oui. Vraiment. Sont compris. Hein? C'est là toute la différence déjà. Puis là, il y a un discours, il y a un partage qui peut commencer parce que je suis comprise. Tout à fait. Il y a une confiance qui s'installe. Il y a moins de défense ou plus de défense. Exact. J'ai pas besoin d'expliquer tous mes comportements. Exactement. Ils sont compris. Oui, absolument. Mais c'est sûr que ça, c'est important. Puis c'est pas facile non plus parce que je pense en ce moment qu'il y a un déséquilibre dans le sens où les gens sont plus ouverts à consulter puis il y a de moins en moins de psychothérapeutes. Ah oui, il y a une problématique. Il manque d'aide. Patience, on le sait, pour les gens qui nous écoutent. Là, mais c'est pour ça que nous, on a amené des coachs, des gens qui sont bienveillants, qui ont des bacs, des maîtrises, qui sont en train de poursuivre leur chemin vers plus de scolarisation, mais qui ne sont pas rendus. Puis ce qu'on a réalisé, c'est que dans les premières rencontres, peut-être même les premiers mois, il y a beaucoup d'enseignement qui se fait en troubles alimentaires. Et des coachs sont tout à fait capables d'aider, d'accompagner avec bienveillance, avec une équipe qui les entoure. Alors, c'est un petit peu notre réponse, nous, à la clinique d'Aka. On se dit, OK, puis aussi, c'est un peu moins cher. T'as amené, c'est ça, du coaching pour offrir encore plus d'aide, plus d'accès à l'aide, étant donné la pénurie qu'on a de psychologues et le processus. C'est long, un psychologue, ça prend un doctorat. Et après ça, il faut que tu te spécialises. Donc, le coaching permet, ce que j'entends, c'est que tu peux avoir un accompagnement, surtout dans les débuts de ton parcours vers le rétablissement. Tu pourrais être accompagné par un coach spécialisé en troubles alimentaires. Puis après ça, selon le besoin, là, tu aurais accès. Exactement. Des fois, tu n'en auras pas besoin. Peut-être que le coaching va t'avoir donné des outils pour pouvoir continuer dans le processus de rétablissement. Oui, mais dans le cadre de ce podcast, vous rencontrez plusieurs personnes, dont une coach qui était une ancienne cliente. Oui, exactement, qui va nous parler de son propre parcours avec son complémentaire et après ça, qu'est-ce qui l'a amené à être coach. C'est ça, puis les gens s'attachent tellement, puis moi, j'ai tellement vu un développement. C'est en tout cas grâce à elle qu'on a décidé de prendre plus de personnes qui étaient intéressées à faire ça. C'est la pionnière pour le coaching. Pour le coaching. Oui, on les aime. Puis pour l'Ozempic. Oui, bien l'Ozempic, parce que ça a été le sujet de notre premier épisode. Oui. Puis écoute, quand je dis que c'est tout le temps sur toutes les lèvres, juste en venant ici vers la clinique Bacchus ce matin, c'était encore aux nouvelles. Ben oui. Donc, parce que là, il parlait du Wegovy qui ne sera pas... les Wegovy et les Ozempic, là, vous écouterez le premier épisode. Oui. On parle de GLP-1. Ils ont une propriété de coupe-faim. Oui. Mais là, Puis là, le gouvernement
a décidé de ne pas rembourser ça. C'est remboursé pour les personnes diabétiques, mais Oui. ils ne veulent pas le rembourser plus large parce Oui. qu'ils ont peur de dérape. Oui. Parce que là, quelqu'un va avoir 5 livres de trop, 2 kilos de trop. Ça va Oui. être comme, ben là, on va mentir un peu sur ton poids, Oui. on va en mettre un peu plus haut, puis là, comme ça, tu vas pouvoir te qualifier, puis tu vas pouvoir prendre ça pour Oui. perdre ton 2 kilos. C'est Fait ça. que là, encore, quand on parle de société Oui. grossophobe, c'est quoi le message qu'on lance? Puis moi, je dis pas que je compte les GLP-1 parce que quelqu'un qui est Moi non plus. diabétique, Oui. puis qui a vraiment un problème de poids majeur, puis ça lui cause Oui. d'autres problèmes de santé Oui. importants, Oui. ça peut les aider. Absolument. Absolument. Fait que c'est pas de dire que anti-Wegovy, Ozempic et GLP-1, là. Oui. C'est plutôt de dire, est-ce qu'on peut prendre un pas de recul puis vraiment réfléchir Tout à fait. à ce qui vient avec la Oui. prescription en masse de ces Oui. molécules-là. Oui. Surprenamment, comme spécialiste des troubles alimentaires, moi, je suis pas entièrement contre ces médicaments-là. Je pense qu'il faut être nuancé, il faut comprendre qu'est-ce qu'on fait. Je suis d'accord avec toi. OK. Fait qu'il y a 3 enjeux pour moi. Le premier, c'est la prescription. Est-ce que la personne en a vraiment besoin? C'est sûr que pour les gens qui souffrent du diabète, type 2 surtout, ça fait partie des médications qui sont prescrites depuis longtemps, puis on veut continuer à honorer ça. Ça, je pense que c'est pas un enjeu pour personne. Non, puis ça va avoir eu un impact positif sur la qualité de vie. Tout à fait. Deuxièmement, moi, ce que j'aimerais demander aux gens, c'est pendant une petite seconde de s'imaginer. Si on se lève le matin, puis on déteste son corps, puis on ne sait pas comment manger, puis on ne s'aime pas, puis on se demande qu'est-ce qu'on met dans notre assiette, puis on a-tu trop mangé, on a-tu pas assez mangé, ah, j'ai peut-être trop mangé. OK, je m'en vais au dîner. Fait que là, je ne vais pas vraiment manger ce que les autres mangent. Est-ce que je mange ce que les autres mangent, mais j'ai faim? Je pense à la nourriture. Je suis pas là. Tu n'es pas présent avec l'autre. Tu penses au souper. Si tu as faim, as-tu le droit d'avoir faim? Je devrais pas avoir faim, je suis grosse. Là, j'arrive au souper. J'ai-tu le droit de choisir ce que je veux souffrir? Tu sais, je dis Oui. manger ce qu'on doit manger. J'ai dit souffrir parce que c'est la souffrance. C'est constant. C'est constant. Alors, si quelqu'un est comme ça à tous les jours, qui sommes-nous pour juger qu'ils vont prendre une médication pour s'aider, pour se soulager? La chirurgie bariatrique, c'est beaucoup plus drastique. C'est pour une autre fois. Et j'ai pas la même pensée généralement par rapport à la chirurgie. Mais par rapport à la médication... Ce que tu dis, c'est que la médication peut empêcher quelqu'un qui en aurait besoin d'aller vers une chirurgie bariatrique. Ben oui, tout à fait. Ça, c'est un des points qu'on a discuté aussi dans l'épisode parce que c'était mieux d'aller vers... Il y a beaucoup moins de conséquences. Tout exact. C'est quelque chose, la chirurgie bariatrique. Mais il faut être informé à savoir que quand on arrête la médication, on reprend le poids. Oui. Même Oprah vient d'en parler. Elle a fait tellement d'études. Elle s'est associée à cette médication-là. Elle a voulu se prouver à elle-même qu'elle était capable de, sans la médication, maintenir le poids qu'elle avait perdu. Elle n'a pas été capable. La majorité des gens n'arrivent pas à maintenir ce poids-là. Et c'est drôle parce que c'est un autre point qu'on soulevait. Puis, moi, c'est mon neveu qui m'a fait remarquer ça. Toute la publicité de ces médicaments-là, c'est pas présenté comme vous allez pouvoir prendre ça court terme pour vous aider à faire un changement de vie. Non. C'est vraiment, vous allez prendre ça en continu. C'est ça qui est je pense, la pensée derrière ces médicaments-là. Fait que quand vous commencez, si ça vous dérange pas d'ajouter une autre médication à votre arsenal, il faut que vous sachiez que vous allez probablement, si vous attaquez pas tout ce qui est derrière... C'est ça. J'en viens à ça, moi. Ouais. Parce que dernier petit point par rapport à ça, c'est qu'il y a aussi différentes personnes répondent différemment dans leur corps. Il y en a qui ont beaucoup d'effets secondaires, il y en a qui en ont moins. Il y a beaucoup de poursuites en ce moment par rapport à des personnes qui deviennent aveugles. Oui, j'ai vu ça, c'est ça. On ne parle pas des pires effets secondaires, mais il y a beaucoup d'effets secondaires, ce qu'il faut faire attention. Moi, je fais toujours la nuance en as-tu un trouble alimentaire réel? Est-ce que là, tu es en train de faire des hyperphagies, des rages de nourriture? Y a-tu vraiment des enjeux psychologiques? Il y a toujours un peu d'enjeux psychologiques, mais si tu as un trouble alimentaire, n'importe quelle médication, y compris la chirurgie bariatrique. Nous, on voit plein de gens qui ont eu des chirurgies bariatriques. Ils ont encore un trouble alimentaire. Ils ont encore leur trouble alimentaire. On n'a jamais travaillé le trouble alimentaire. Ben non. Puis ils reprennent le poids. Est-ce qu'on peut-tu se le dire qu'un trouble alimentaire, Tania, c'est... Tout le côté nourriture, c'est le symptôme. C'est pas ça, la maladie. Il y a un mal-être, il y a quelque chose qui doit être adressé à l'intérieur, au côté psychologique. Oui. Donc là, tu fais juste mettre un bon français, un plaster, un diachylon sur le bobo. Tu n'as rien réglé. Non. Puis c'est un peu la même chose. Bien, je pense que ça dépend des médecins, mais il y a beaucoup de médecins qui vont prescrire un antidépresseur sans recommander la thérapie. C'est la même chose. Tu ne peux pas référer ou donner de l'Ozempic ou prescrire de l'Ozempic puis de ne pas référer les gens ou leur suggérer qu'il faudrait qu'ils travaillent leur relation avec la nourriture, avec leur corps. Fait que ça, c'est le gros problème. Pas juste ça. Moi, je voyais comme une autre possibilité, c'est est-ce que les médecins, quand
ce qu'on peut voir dans un trouble alimentaire, des fois, surtout, c'est qu'au début, il y a un déni de la personne qui peut en souffrir. Oui. Est-ce que le médecin va aller voir en arrière? Est-ce que la personne a une vulnérabilité? Oui. Puis la personne, pas sûr qu'elle va volontairement tout divulguer sa relation difficile avec son corps et la nourriture. Donc, il y en a qui vont, si tu es au début de la maladie, vont être contents de se faire prescrire ça. Tout à fait. Ça fait juste les maintenir dans cette maladie-là. Oui. C'est pas la faute aux médecins dans le sens que, tu sais, ils n'ont pas le temps, comme tu dis. Il y a tout. Exactement. Donc, mais moi, je pense que ça vient avec beaucoup de responsabilité de prescrire ces médicaments-là. Est-ce qu'on est prêt? C'est ça. Est-ce qu'on est prêt? Mais le problème, moi, j'ai beaucoup de respect pour les médecins, honnêtement. Là, c'est pas un boulot facile. C'est pas un boulot facile du tout. J'ai beaucoup d'amis médecins, j'ai beaucoup de reconnaissance pour eux. Et ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps avec les patients. On leur accorde pas assez de temps pour consulter ou pour leurs consultations. Ils n'ont pas assez de formation par rapport aux troubles alimentaires, à l'obésité, par rapport aux médications, par rapport aux chirurgies bariatriques. Très, très, très peu. Absolument. Alors, tu es dans un bureau avec ton médecin, tu n'oses pas dire que tu as honte. Puis quand il y a 15 minutes, c'est pas là que tu vas être capable de passer par-dessus la honte. Là. Il faut que ça soit dans un endroit où tu sens que tu as la possibilité d'aller tout dire ça, puis c'est pas dans un rendez-vous, comme tu dis. Puis encore une fois, c'est le système qui est fait comme ça, mais c'est pas dans ton 15 minutes que tu vas avoir le temps de dire voici comment je me sens dans mon corps à cause de ta. Exactement. Puis la santé mentale, les suivis en psychologie, c'est payant. C'est pas tout le monde qui a les sous pour aller consulter. Tu peux aller voir ton médecin, c'est couvert par la RAMQ. Fait qu'il faut faire bien attention. Si tu as un trouble alimentaire, si la nourriture te hante, ton corps te hante, ça prend beaucoup de place à travers ta journée, médicaments ou non, tu as besoin d'aide. Toi, Ozempic, c'est nuancé. Mais est-ce que tu as l'impression, quand tu disais tantôt que c'est ça qui contribue, parce que tu parlais des réseaux sociaux tantôt, on était mieux il y a 10 ans qu'on est rendu aujourd'hui? Mais c'est une des choses. Il y a plein de choses. Mais moi, je connais tellement de personnes en ce moment dans ma vie qui sont sur l'Ozempic qui ne devraient pas l'être. Des gens qui, pour moi, sont minces, qui mais justement, ce que tu faisais référence à 2 kilos peut-être ici ou là, c'est le vieillissement, ils ont de la difficulté à accepter ou après avoir un enfant. Des femmes hormonales, justement, qui vont vers la ménopause. Puis là, tu le vois, là, moi aussi, dans mon entourage, je trouve que c'est une des raisons que je voulais en parler, parce que je trouve que c'est excessivement banalisé. Oui, tout à fait. Puis c'est utilisé comme... Puis on parle pas que c'est un médicament, qu'il y a des effets secondaires possibles, que ça envoie un message aussi à notre entourage, à nos enfants, du pourquoi on le prend sans adresser tout ce qui est derrière. C'est tout ça, moi, que je me disais. Puis encore une fois, pas pour je veux pas comme... Je sais qu'il y a des gens que ça va faire une belle différence dans leur vie, mais vraiment, je pense pas qu'on se soit tous posé les questions. Non. Tania, je reviens tantôt, tu as passé très vite sur toi. Tu étais bonne sur de parler de la clinique. Mais dans ton parcours, parce que tu as fait des études, je trouvais ça au début, ça m'avait un peu fasciné que tu as fait ton doctorat sur le deuil. Oui. Parce que le deuil, c'est tellement pas juste perdre un être cher. Oui, c'est ça. Oui. Mais les deuils dans la vie, on en a plein de sortes de deuils. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à étudier le deuil? Puis avec toutes tes années de pratique, c'est quoi le constat? Bien, pour différentes raisons, j'ai choisi le deuil. J'ai fait mon doctorat plus tard, puis j'avais vraiment fait le tour de la spécialité des troubles alimentaires. Alors, je me suis dit, bon, je me lance dans quoi? Moi, j'ai vécu des deuils dans ma vie. Souvent, c'est comme ça un peu la thématique de ma vie. Peut-être que je pense beaucoup de moi. Mais je trouve ça intéressant. C'est juste normal. C'est vrai pour tout le monde. C'est ça qui oriente souvent pourquoi on va étudier telle chose versus telle autre. Exactement. Mais c'était moins... Pour les troubles alimentaires, c'était moins en lien avec perdre un être cher que d'être capable de faire le deuil de la vie parfaite qu'on aurait souhaité avoir ou de l'enfance quand on souffre d'un trouble alimentaire ou qu'on a un trouble de santé mentale. Puis que dans le fond, on n'est pas capable de vivre la vie qu'on aurait souhaité vivre. Puis on a passé cette période de vie-là. Puis c'est dur, il y a un deuil à vivre ou d'être maman, comme tu le nommes, par rapport à ta fille, d'avoir souhaité... On veut tellement ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. Puis là, quand ils sont confrontés à quelque chose qui est hyper difficile, comment on passe par-dessus? Il faut qu'on accepte qu'il y a une perte. L'acceptation. L'acceptation, c'est au centre d'un deuil. Oui, tout à fait. C'est une des phases du deuil, accepter. Puis pour être capable de passer par-dessus, il faut comprendre ce qui s'est passé. Il faut être capable
justement, de vivre les étapes du deuil. Souvent, il y a le déni, il y a la colère. Il y a Elizabeth Kubler-Ross, qui est une personne, une figure qui est reconnue mondialement comme une des spécialistes du deuil. Oui, vraiment, elle a parlé des différentes étapes qu'on observe jusqu'à maintenant, qui parlent justement du déni, de la colère. Puis ce que j'avais retenu, c'est qu'ils ne sont pas toujours en ordre. Des fois, tu peux revenir derrière. Exactement. Tu penses que tu as fini la période de déni, mais là, d'un coup, tu fais un pas de recul, puis tu réavances, puis tu peux changer d'une étape à l'autre. Là. Oui, exactement. Alors, pour moi, je me disais, OK, comment on fait pour amener les gens à aller plus loin? S'ils n'ont pas vécu le deuil de certaines choses, de leur corps, de leur enfance, d'une personne chère, de nos capacités, c'est difficile d'aller de l'avant. On a toujours de l'amertume ou on entretient quelque chose à l'intérieur de soi qui aide pas sur le plan de la santé mentale. Non. Puis moi, j'en parle beaucoup, évidemment, parce que ça fait partie de la manière que je travaille avec les gens. Puis... Oui, puis ici, vous abordez pas juste le deuil, vous abordez le trauma. Beaucoup. Le trauma aussi, on pourra en faire un podcast, un épisode au complet. Je pense que le deuil et le trauma méritent chacun leur propre épisode. Vraiment. Parce que le trauma, bien, c'est quelque chose qui nous choque, c'est quelque chose qui nous affecte, qu'on porte dans nos cellules. Ah oui, ça nous change. Oui, dans notre quotidien. Puis ça aussi, il faut être capable pour pouvoir passer par-dessus un trauma, il faut faire le deuil de ce trauma-là. Mais comment on fait le deuil du trauma? Il faut le travailler, il faut l'amener à l'avant-plan. Puis quand on a vécu des traumas significatifs, c'est là aussi qu'on a besoin d'aide, de gens qui sont formés. Moi, c'est ça un peu que je parle ici. Je le dis en toute humilité, j'ai comme mon dream team. C'est vrai que tu as toute une équipe. Hein? Pour ceux que j'ai même pas rencontré toute l'équipe, mais on le ressent, là, tu sais, cette énergie bienveillante-là, c'est... Même juste dans ton bureau, là, je sais, ça fait cliché, ça fait comme un peu quasiment quétaine de dire ça, mais on le ressentait, là, tu sais, il y a beaucoup de bien qui se passe ici. Oui, puis tu sais, pour moi, c'est que j'ai été chercher des professionnels. C'est sûr qu'il faut que tu sois spécialisé. Bien, il faut que tu sois... faut que tu aies les licences nécessaires. Il faut que tu, finalement, quand tu viens à Bac, on te spécialise, là, à un moment donné, avec l'expérience. Mais il y a aussi l'importance de trouver des gens qui ont différentes spécialités, comme pour les comorbidités. Alors, il y en a, par exemple. Comorbidité, c'est une condition qui est coexistante. Alors, presque tout le monde qui a un trouble alimentaire a un trouble anxieux. Ça, moi, par pure observation, je dirais que je suis d'accord avec toi. Puis j'allais dire, les comorbidités en santé mentale, c'est rare que tu as juste une problématique. Oui, exactement. Souvent, ça vient avec des amis, ces affaires-là. Exactement, tout à fait. Mais ce qui est le plus important, c'est de déterminer pas nécessairement est-ce que tu as un profil anxieux ou dépressif. C'est plutôt est-ce qu'il y a d'autres choses à l'avant-plan qui contribuent beaucoup au fait que tu n'arrives pas à être bien. Alors, on peut aller travailler puis qui va t'aider. Alors, si par exemple, tu as vécu un trauma, que ça soit relationnel, une rupture importante, de l'abus, que ça soit de la mortalité de quelqu'un, ou si, par exemple, à travers ta vie, tu es quelqu'un qui a plus de difficultés sur le plan psychologique, alors ton parcours fait en sorte que tu as été obligé d'arrêter l'école souvent, tu as moins d'amis, il y a toutes sortes de choses. Le trauma est au cœur des enjeux du trouble alimentaire. Mais il y a différentes approches et il y a des gens qui se spécialisent dans le trauma. Alors, nous, ici, par exemple, à la clinique, il y a des gens qui font, par exemple, de l'EMDR, qui est un type d'intervention. Ça, c'est avec l'œil, je pense. Oui, c'est comme un suivi de... Oui, exactement. Ça a été prouvé pour le choc post-traumatique. Exactement. Il y a quelque chose qui s'appelle la reconsolidation. Alors, c'est un peu la même chose. C'est d'amener les gens à être capables d'avoir des souvenirs sans voir viscéralement les sentiments. La charge émotive qui vient avec. Exactement. Il y a une approche qui s'appelle l'ICV. En tout cas, il y a plusieurs approches. On pourra s'en reparler à un autre moment. Mais c'est de savoir comment on aide quelqu'un qui a vraiment du trauma dans son parcours. Tout le monde a un peu de trauma. Ça, j'aurais tendance à être d'accord avec toi. J'ai l'impression aussi que ça dépend toujours, comme tu prends 2 enfants, puis il y a un événement qui arrive dans la famille, et les 2 vont pas l'internaliser de la même façon. Tout à fait. Chez un, ça peut devenir un trauma. Chez l'autre, c'est comme un événement désagréable, mais ils l'ont moins, ça leur a moins d'impact sur eux. Ça dépend vraiment aussi de l'âge, de qui on est, de comment. Exactement. Donc, mais ce qui fait qu'on a tous on pourrait appeler ça des micro-traumas aussi. Tout à fait. Mais un des grands psychiatres en santé mentale, il s'appelle Gabor Maté. Oui, qui est canadien. Qui qui parle de résilience et de trauma. Exactement. Oui, très bon. Puis lui, un des points souvent qu'il va soulever, c'est que personne n'est élevé dans... Tu sais, même s'il y a 2 ou 3 frères et sœurs, on n'est pas élevé par les mêmes parents, on n'a pas la même perspective dépendamment
dépendamment si on est le premier, le deuxième, je suis le d'accord. troisième. Les variables, on pense que c'est pareil. Ah, regarde les mêmes C'est parents, ça. mais c'est pas pareil. Non, exactement. Fait que pour moi, pour bien aider quelqu'un, il faut être curieux. Il faut apprendre à les connaître. C'est vrai, Il faut c'est une belle comprendre idée, ça. c'est quoi leur perspective. Et notre perspective, c'est notre réalité. Souvent, il faut amener les gens à comprendre que la perspective, elle est erronée, que ce soit à cause de la lunette, du trouble alimentaire, du trauma ou de d'autres choses. Mais c'est très important de bien comprendre la personne qui est devant nous. Puis souvent, c'est ça le problème, je trouve. On prend pas le temps de la comprendre. Non. Ah, elle souffre d'anorexie, elle souffre de binge eating. On les met dans cette case-là, Voilà la puis go. case, et go. Mais non, mais c'est quoi sa personnalité? C'est quoi son entourage? Qu'est-ce qu'elle a vécu, cette personne-là? Est-ce qu'elle est hypersensible ou elle l'est pas? On a beaucoup d'hypersensibles qui souffrent de troubles alimentaires ou de désordres alimentaires. Oui, puis c'est le côté peut-être perfectionniste aussi. Est-ce que c'est... Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Mon Dieu. Oui, Oui, c'est une clientèle. Bien, les gens que je fréquente à cause de mon implication, ma fille, je trouve qu'elle est très, très exigeante envers elle-même. Ah, C'est une personne très exigeante. C'est ça. Oui, mais c'est des gens qui ont transposé ou traversé ou dépassé leurs limites tellement fréquemment à travers la vie. Oui. C'est souvent des gens qui sont déconnectés de leurs propres besoins et de leurs propres limites. C'est une bonne description. Et puis, un trouble alimentaire ou un désordre alimentaire, surmanger continuellement ou pas manger assez, ça nous permet de nous déconnecter de son corps, de notre âme, de nos problèmes, de notre vie. Oui. Puis ça devient un automatisme. Alors, il faut comprendre vraiment la personne qui est devant nous pour savoir, OK, qu'est-ce qui mène, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils n'arrivent pas à passer à l'autre étape vers leur établissement? Bien, comme c'est là que tu dis, la curiosité, puis de comprendre vraiment la personne d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle a vécu pour pouvoir aller l'aider à cheminer dans tout ça. Oui. Parce que, dans le fond, il faut que tu acceptes ce qui est derrière pour pouvoir avancer. Oui. Puis nous, ici, à la clinique, il y a plusieurs endroits. Moi, ma mentor, elle s'appelle Carolyn Costin. Elle est extraordinaire. Elle est aux États-Unis. Elle a vendu ses programmes. Elle est un peu plus vieille que moi. Mais ça a été une pionnière qui engageait des gens qui avaient souffert d'un trouble alimentaire auparavant et se sont rétablis, puis ensuite sont devenus thérapeutes. C'est sûr que c'est l'idéal parce que tu parles le même langage. Tu comprennes le langage de l'autre. Exactement. Alors moi, je suis j'adore cette dynamique-là d'engager des gens rétablis, mais il faut s'assurer qu'ils sont rétablis. Et l'autre chose que j'allais nommer, c'est qu'il faut aussi faire attention parce que moi, par exemple, mon parcours, ma vie, mon trouble alimentaire, même si j'ai souffert d'hyperphagie et de boulimie, ça ne veut pas dire que mon parcours et la façon que je m'en suis sortie, c'est la même chose pour la prochaine personne. Donc, il faut quand même faire attention. Il y a quelque chose que vous dites à la clinique ici, c'est en anglais, mais je vais le traduire un peu, mais c'est comme you're not failing, the treatment is failing you. Oui. Ça, j'ai trouvé ça fort. C'est que donc, c'est pas toi qui t'échoues pas, si tu n'arrives pas dans les processus, c'est le traitement qui t'échoue, comme qui ne te sert pas. Alors là, on réajuste le traitement. C'est ça. Donc, ça l'enlève toujours la culpabilité à la personne qui est traitée pour dire « Ah, ben là, j'y arrive pas, c'est ma faute. » ou ça. Non, on va trouver une autre façon. Ça répond à un peu ce que tu viens de dire. C'est pas comme on va tout appliquer le même parcours à tout le monde. On va le personnaliser pour toi. Je veux juste adresser quelque chose en même temps. Je reconnais que c'est quelque chose qu'on peut faire du côté d'une clinique privée. Puis que même pour l'avoir vu, c'est tous des gens dans les hôpitaux qui traitent les personnes de troubles alimentaires. Ce sont des gens de cœur aussi. Moi, c'est ce que j'ai pu observer. C'est juste du monde qui veulent le bien. Mais le système étant ce qu'il est et aussi, des fois, la gravité des cas avec lesquels ils se retrouvent, il n'y a pas la possibilité de faire ça toujours. Non. Donc, c'est là que des fois, on peut avoir l'impression de porte tournante. Tu rentres, tu te rétablis un peu, tu prends un peu de poids, ou si c'est un cas d'anorexie, tu arrêtes ton hyperphagie, si c'est un cas d'hyperphagie. Bref, mais là, tu ressors, la problématique recommence, tu rentres. Ça peut être décourageant pour certains patients. Fait que je dirais juste puis en même temps, on fait avec le système. Le but, c'est un système qui est universel, qui veut aider tout le monde. Exactement. Ça va aider beaucoup de gens, mais c'est pas... Cette approche-là qui est très, très personnalisée, je ne pense pas qu'on est capable en ce moment dans le système public de l'avoir. Puis je le dis, puis ça, c'est mon opinion très personnelle, puis avec les possibilités. Je pense pas que c'est les gens qui veulent pas offrir. C'est juste que ce sont les troubles alimentaires, vu que c'est une problématique psychologique, ça se rétablit sur
ça se rétablit pas rapidement Non, pour la non, plupart des gens. non, Là. c'est ça, exactement. Puis il y a différentes étapes, puis il y a une différence entre se rétablir du symptôme du trouble, comprendre les enjeux plus profonds, travailler les enjeux plus profonds, puis après ça, apprécier son corps. Oui, là, on parle de... Oui, exactement. Oui. Tu as raison qu'il y a plusieurs étapes Oui, là-dedans. Là. oui. Ouais. Puis je pense que nous, on approche, on individualise nos services, c'est ça en fait, mais tu peux pas demander à une jeune de 14 ans... apprécie ton corps tel qu'il est, aime-toi. Elle n'a pas la maturité, puis elle n'est pas là. Mais non. quand Puis même si elle n'a pas de trouble alimentaire qu'à 14 ans, mais déjà oui. là, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sont là. Non, ils ne sont pas là. Puis c'est ça. J'aimerais bien qu'ils soient là, mais c'est pas le travail qu'on doit faire. C'est un peu plus tard dans la vie quand on réalise ce qui compte, puis ce qui est important pour nous, puis le coût justement du jugement qu'on se porte négatif, la voix critique. Ce coût-là, c'est là qu'à un moment donné, les gens décrochent puis vont dire, OK. Je suis en train de laisser tellement sur la table que je vais y adresser. Oui, exactement. Puis ça, une des choses qui est frustrante, je l'ai dit souvent là, dans mes interventions auprès des proches de personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire, c'est pour les proches, une des choses les plus confrontantes, c'est que des fois, tu veux plus comme on dit, que le client en demande, c'est que si la personne qui souffre, elle, est pas prête encore à l'adresser parce que c'est un ami toxique, mais l'ami lui a apporté quelque chose à un certain moment. Elle n'est pas pleinement prête à reconnaître. Il y a une partie que ça dépend, tu ne pourras pas le faire pour elle. Tu ne peux pas guérir pour la personne. Non. Il faut que tu acceptes d'intervenir quand la personne a le cheminé. Puis comme tu dis, des fois, elle se rend compte, mon Dieu, le trouble alimentaire me vole tellement. Alors là, je suis prête à commencer à avoir une discussion pour m'en débarrasser. Ça peut être très long chez certaines personnes. Oui. Puis je pense que pour moi, c'est plus clair quand c'est une maladie, quand tu souffres d'anorexie, de boulimie sévère, puis là, tu as vraiment besoin d'une équipe BACA avec psy, nutri, médecin, programme intensif. C'est là que tu as besoin d'une équipe multidisciplinaire. Là, ça, c'est une chose. Pour moi, il y a comme la mission aussi de se dire, même si on n'a pas de trouble alimentaire, on a le droit d'être bien dans notre tête. Ah oui. Hein? Puis c'est important la manière qu'on traverse la vie. Nos jours sont comptés. J'aimerais ça que j'ai beaucoup de gens qui viennent en tête. J'aimerais ça j'espère qu'ils vont t'écouter. Puis j'ai une pensée pour elles parce que j'ai des gens qui m'entourent. Des fois, je trouve qu'elles sont. Elles sont pas diagnostiquées avec un trouble alimentaire parce que c'est des personnes qui fonctionnent. Puis elles ont l'air en surface de cocher toutes les cases. Tout a l'air à bien aller. Mais par contre, la discipline qu'elles s'imposent elles-mêmes, la place que la nourriture et leur image corporelle prend dans leur vie, moi, je serais fatiguée, je sais pas. Je trouve qu'il n'y a pas de notion, la notion de liberté et de plaisir n'est pas là. De dire, je vais aller, moi, chercher de l'aide juste pour m'alléger. Comme tu dis, la vie est courte. Puis je suis vraiment obligée de fonctionner dans un dictat aussi sévère. Non. Mais je pense que les gens pensent que c'est une obligation. Que quand tu es femme, c'est ça que ça veut dire. Oui, absolument. Tu dois correspondre à certains canons de beauté. Puis encore une fois, est-ce que c'est vraiment parce que tu vas te sortir du dictat que tu vas arrêter de te trouver belle? C'est-tu vraiment ça qui devrait être au centre de ta vie? C'est des questions, mais j'ai l'impression que je souhaite que ces personnes-là peuvent s'accorder cette pause-là. Oui. Puis j'aime beaucoup ce que tu dis par rapport au plaisir et la joie. C'est important dans la vie. C'est tellement important. C'est essentiel. C'est essentiel. Puis on oublie ça. On est mis sur un piédestal quand on arrive à contrôler plus, à se discipliner, à sacrifier, à travailler. Oui. On aime les superwomen. Oui, on aime les superwomen. Oui. Puis moi, ça a été important aussi dans ma carrière. Des fois, je me pose des questions parce que je me dis, j'ai tellement d'opportunités à faire plein d'affaires. Je pourrais en faire plus et plus et plus. Mais qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie? C'est pas juste j'adore ce que je fais. Tous les jours, je suis heureuse. C'est pas du travail. Ça, c'est les meilleures formes de travail. Vraiment, là, ça, c'est vraiment extraordinaire. Tu fais ce que t'aimes, tu n'auras jamais l'impression de travailler une journée de ta vie. C'est ça, exactement. Mais c'est pas facile quand on réussit comme femme de ralentir puis de choisir les petites choses. Non, tu as l'impression qu'il y a des personnes qui peuvent l'impression que tu laisses des opportunités de côté. C'est ça. Que tu n'es pas assez ambitieuse. Exactement. Fait que je pense qu'il faut mener je parlais à mon groupe la semaine dernière. Il y a 2 semaines, j'ai eu une semaine où j'étais un petit peu malade. Puis j'ai animé moins de groupes. Puis j'ai terminé la journée plus tôt. Et puis ça déçoit un peu les gens. Mais j'en ai parlé à mon groupe. Puis là, vous savez, il fallait que je prenne soin de moi. Ouais. C'est difficile de prendre soin des autres si on ne prend pas soin de soi en premier. Oui, puis c'est ça, souvent, le modeling, c'est que
C'est ça qu'on voit. Si on voit entièrement, ou principalement des gens qu'on admire qui sont toujours dans le surcontrôle, Oui. bien, c'est difficile après ça. Ça a l'air fatigant. C'est ça. Moi, c'est toujours mon constat. Tu sais, oui, je les admire d'accomplir tout ce qu'elles accomplissent, mais d'un autre côté, je sais maintenant, peut-être à cause de l'âge que j'ai, peut-être à cause de tout ce que j'ai vu, je sais le prix qu'elles payent. Oui. Je le sais. Puis je me dis, est-ce qu'elles le savent, elles aussi? Oui, c'est ça. C'est ça. Puis c'est plate parce que combien qui est fait pour elles, puis combien de tout ça est fait pour impressionner la galerie. Exactement. Tu sais, quand on n'a plus rien à foutre de la galerie, en quelque part. Oui. Ça fait partie de l'acceptation. Oui. Puis c'est pas qu'on veut faire les choses à moitié. Puis c'est correct de se dépasser. Puis c'est correct de se donner des défis, mais faisons-le pour nous. Exactement. Exactement. Puis ce qui arrive des fois, c'est que ce que je trouve plus difficile, c'est les personnes qui arrivent, on parle souvent, tu respires, mais tu as de l'eau jusqu'ici. Hein? Fait que tu arrives à continuer, tu arrives à fonctionner, mais t'es pas bien. T'es toujours en semi-noyade. C'est ça. Fait que des fois, quand les gens viennent ici, c'est pas que je souhaite à qui que ce soit d'avoir un trouble, mais je me dis, OK, s'il y a un affront, s'il y a un échec, ils sont pas capables de poursuivre à l'école, ils peuvent plus travailler, leur chum leur dit, écoute, je pourrais pas continuer comme ça, puis là, c'est un choc, puis c'est difficile, puis ils arrivent ici, puis ils sont détruites. Mais souvent, c'est nécessaire pour pouvoir... Pour reconstruire. Oui, exactement. Te dire, regarde, là, il y a des conséquences à la manière que tu agis. Mais si c'est une maladie, c'est pas ta faute, on va t'aider. Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être capable de ramener, en fait, une façon saine de t'alimenter, de prendre soin de toi pour que tu puisses faire ce que tu aimes dans la vie, puis avoir les gens que tu aimes dans ta vie, puis réussir des défis qui sont faisables. Oui, hein? Oui, c'est ça, et puis qui toujours, encore une fois, sans t'oublier puis dans le plaisir. Tania Lemoine, tu as écrit un livre parce que un des chapeaux que tu portes, c'est aussi autrice, en plus de pédagogue, mère, entrepreneur. Puis ton livre s'appelle « L'espoir à table ». Oui. Pourquoi tu as écrit ce livre? Je fais parce que pour moi, c'est que je me considère pas vraiment autrice, même si j'ai réellement écrit un livre. C'est par pas la bande. Par la bande, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est un concours de circonstances. Je voulais écrire un livre de cœur à un moment donné, qui était plus par rapport à comment on amène du caring puis de l'amour à la profession. Mais durant la pandémie, les éditions de l'Homme m'ont approché, puis il n'y avait pas beaucoup de livres. Maintenant, il y en a de plus en plus. Il y a plusieurs autrices autres que moi qui ont rédigé sur les troubles alimentaires et vraiment tous les bouquins, je les trouve super bons. Mais j'ai été heureuse qu'on m'approche, qu'on dise, écoute, peux-tu écrire quelque chose qui vulgarise un peu les troubles alimentaires, qui amène un peu une approche scientifique, mais plutôt avec un ton humain. Puis ça a été un vrai plaisir de l'écrire. Puis c'est quand j'entends les gens... Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant qu'il a été écrit, mais c'est pas grave. Les gens qui le lisent... Il y en a plus. Il y en a plus. Bien, c'est un beau titre, « L'espoir à table ». Parce que quand on parle de troubles alimentaires, c'est ça, c'est que moi, je dis toujours le plaisir de manger, qui est à la base, qui devrait être de manger. Bien, ça revient 3 fois par jour, manger au minimum. Et puis, pour les personnes qui souffrent, c'est une guerre 3 fois par jour au lieu d'être dans le plaisir. Donc, il n'y en a pas d'espoir. Puis pour les proches aussi, les heures de repas deviennent un moment anxiogène, puis où est-ce que là, tu es obligé de te battre. Donc, d'avoir de l'espoir à table, c'est un excellent titre. Et puis, ben, c'est ça. J'imagine que c'est ça. Ben, je l'ai lu, le livre. Donc, les outils, expliquer, comme tu dis, vulgariser. Il y a un bon ballon entre expliquer et partager. Et humaniser, partager. Oui, exactement. Puis, comme on voit, là, vous ne le voyez pas, mais j'ai hope, espoir pour moi dans mon bureau. Oui, on le voit là-bas. Oui, c'est l'espoir, c'est au centre de la vie. Puis, ce que j'essaie de faire, moi, ici, avec la clinique, c'est d'insuffler cet espoir-là. Les gens, quand ils ne l'ont pas, de porter l'espoir pour eux, jusqu'à ce qu'ils soient capables de porter leur propre espoir. Parce que l'espoir, ça nous mène... C'est beau, ça. On est devant la possibilité. C'est un de mes mots préférés. Alors, j'étais contente de le mettre dans le titre. Oui, puis j'aime ce que tu viens de dire parce que les proches, c'est ça qui font porter l'espoir pour eux jusqu'à temps qu'ils soient capables de le faire. C'est ça que beaucoup les proches font. C'est pour leur... souvent, au début, c'est les proches qui portent l'espoir. C'est pas la personne qui est malade, c'est sûr. Puis, tu sais, tu viens de dire quelque chose pour moi qui est super important quand je travaille avec des parents, c'est la volonté. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que la volonté fera en sorte qu'on se rétablisse d'un trouble alimentaire. Oui, en fait, pour se rétablir complètement, il faut qu'il y ait une volonté intrinsèque de le faire. Mais au tout début d'un parcours et même à travers le parcours,
aussi une question de faisabilité. C'est pas parce qu'on... Mais c'est une maladie. C'est des une maladies. maladie. Ouais, donc. Et puis, tu sais, souvent, je parle d'enjamber. C'est possible pour la majorité. On enjambe une marche à la fois, 2 marches à la fois. Mon fils, il est tellement grand, il est 6 pieds 4. Je suis tellement fière de lui. Mais là, il est peut-être incapable d'en prendre 3, mais c'est impossible d'enjamber 8 marches. Fait que nous, souvent, ce qu'on demande à nos jeunes ou aux personnes qui souffrent de troubles alimentaires, c'est d'enjamber 8 marches. C'est pas possible. Alors, il faut comprendre que c'est une maladie, que c'est pas un choix. Et il faut arrêter de porter le jugement sur nos enfants, sur nos proches, sur nos conjoints. Parce que ça fait juste en rajouter. Pour quelqu'un qui est déjà malade, c'est là que toute la compréhension de ces maladies-là, c'est important. Exactement. Parce qu'on ne demanderait pas à quelqu'un qui souffre d'un cancer. Non, c'est ça. Ben c'est ça, là, je pense que tu manques de volonté. Tu ne combats pas assez bien ton cancer. Oui, tout à fait. Alors que c'est ce qu'on demande à quelqu'un qui souffre d'un trouble alimentaire. Oui. Il me semble que si elle voulait, là, elle pourrait manger. Là, c'est peut-être des caprices. C'est tout ça. C'est parce qu'on n'a vraiment pas compris que ce sont des maladies, ce discours-là. Oui, puis un de nos médecins qui s'appelle le Dr Rubino, j'adore un des exemples qu'elle amène. Par rapport au cancer, oui, évidemment, c'est comme le cancer, le trouble alimentaire. Symboliquement, on se mobilise beaucoup plus quand on sait que son enfant ou soi-même, on a un cancer que si on a un trouble alimentaire. Mais elle, ce que j'aime, son approche, c'est qu'elle dit... Parce que souvent, on va dire, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire des suivis en nutrition puis en psychologie? C'est vraiment nécessaire d'en faire pendant aussi longtemps? Puis elle, ce qu'elle va nommer, c'est que dépendamment du cancer, des fois, tu dois faire de la chimio. Oui. Des fois, tu dois faire de la radio. Des fois, tu dois faire de l'immuno. Ça dépend de ton type de cancer. Oui, mais des fois, il faut que tu fasses les 3. Tu fais ce dont tu as besoin. Alors, il y en a qui ont un trouble qui est moins sévère. Puis oui, ça peut aider de voir quelqu'un aux 2 semaines qui est peut-être un peu moins spécialisé. Puis des fois, même si tu as une famille extraordinaire, moi, le nombre de personnes qui ont des troubles alimentaires, dont toi, qui ont des familles extraordinaires, qui ont vraiment, qui se sont données de soi, qui sont là, qui sont présents, qui essaient de toutes les manières. Mais on n'est pas des spécialistes. Non, mais et même si vous l'étiez, même si ma fille développait cette problématique-là, on peut tout faire comme il faut et le trouble est sévère et il l'emporte. Oh, tu viens de nommer quelque chose de... Tu sais, au début de la maladie de Emma, ma fille, beaucoup, pourquoi, d'où ça vient. Oui, Puis là, il y a quelqu'un qui m'avait dit à l'hôpital, c'était bien, c'est pas important pourquoi, d'où ça vient. Il y a comme tu veux comprendre qu'il y a de la culpabilité comme parent. L'important, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour l'aider. C'est ça. Puis la journée... Tu sais, j'ai l'impression que là, tu revois tout. Qu'est-ce que... Bon, j'avais-tu un discours qui encourageait ça? J'ai-tu quelque chose? J'ai-tu des demandes, des attentes irréalistes? Oui. Je suis pas quelqu'un qui fait des diètes. Je comprenais pas ce côté-là. Oui. Puis, tu sais, tu réévalues tout. Puis, en quelque part, c'est d'arrêter de mettre la culpabilité sur les familles aussi. Parce que tantôt, je disais, même si ma maman qui n'aurait pas réglé son historique de TCA, c'est pas, on se met pas de culpabilité. C'est déjà assez difficile. Ce sont des maladies graves qui ont un impact majeur sur la personne qui en souffre et tout le monde autour. On peut-tu, avec tout le monde, se donner un bon break, une bienveillance, puis on va juste plutôt voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Fait que c'est bien que tu nommes ça parce que c'est vrai que des fois, tu as l'impression d'avoir fait tout correct, qui quand même, tu vois, je regarde le cas d'Emma, c'est un cas qui est sévère, qui s'est étendu dans le temps. Là, c'est le fun. On est dans une période, un rétablissement qui est bien entamé, un bon état d'esprit, très fière d'Emma, tout le chemin parcouru quand elle était prête. Mais elle se fait accompagner aussi. Mais, tu sais, avant même, en ayant fait toutes les étapes, ça, c'est... Tu sais pas le chemin que la maladie va prendre. Tout à fait. Non, tu sais pas. Des fois, tu peux tout faire comme il faut. Puis ça va quand même prendre du temps. Oui, puis on s'épuise aussi. Moi, le nombre de parents qu'on aide ici... Comme ceux qui parlent de la finance puis faire des podcasts. Oui, exactement. Parce qu'à un moment donné, tu as besoin de plus de légèreté dans ta vie. C'est ça. Tu sais, puis c'est un deuil à vivre aussi comme mère ou comme proche. Il y a beaucoup de deuil. Deuil de la famille parfaite, deuil de l'impact. Il y a beaucoup... Ça, on pourra en reparler. Mais oui, c'est sûr. Bien, ça doit être vrai n'importe qui vit avec un enfant malade. Ou même les gens qui sont malades, il y a des... Oui, ça vient avec des deuils multiples. Oui. Et... le nombre de personnes que je vois rétablir, c'est extraordinaire. Tu sais, à un moment donné, on se parlait de cas ou des cas qui m'inspirent. Je suis pas capable de penser à une personne. Je pense à tellement de personnes. Moi, je dis tout le temps, c'est comique. Je suis avec ma fille, ça m'arrive, ça, c'est comme les plus beaux moments de ma vie. Je suis avec ma fille à une clinique médicale pour ma fille, pour un rendez-vous, là, anodin. Puis dans la salle d'attente, il y a quelqu'un qui se lève qui dit « Tania,
Puis là, je ne l'ai pas reconnu, c'est un homme. Et puis là, finalement, il me dit, c'est un tel. Puis il dit, te souviens-tu? Bien oui, je me souviens de lui. Il est bien, il va super bien, il est rétabli. Oui. Mais souvent, on ne les voit pas jusqu'au bout. On les voit jusqu'au 90 %. Oui, puis après ça, ils ont... Puis là, l'été arrive, il fait beau, ils ne veulent plus voir leur psy. Puis tu dis, OK, c'est correct, viens me revoir au bout de l'été. Puis là, ça va mieux. Puis on ne les voit plus. Fait que là, on se demande toujours, est-ce qu'ils sont rétablis ou est-ce qu'ils ont repiqué vers le bas? On ne sait pas, on est là. Fait que moi, j'ai tellement d'histoires de rétablissement réelles, extraordinaires. Avant, je m'appuyais sur les exemples des autres. Maintenant, ça fait 25 ans que je me maintenant, il y en a vieillis, des exemples. Ben moi, il y a plusieurs personnes, quand je parle de la clinique, parce que association ou parce que il y a Emma est suivie, la clinique BACA m'a sauvée. C'était vrai quand je disais d'entrée, parce que je me l'ai fait dire par des gens qui vont très bien aujourd'hui. Puis c'est grâce à la clinique BACA que... Ça, là, c'est comme moi, ça me rend mieux. Ça me rend mieux quand les gens disent ça. Parce que... c'est extraordinaire d'envie de faire quelque chose quand tu dis ça m'a sauvé. C'est pas tout le monde. Je pense que tous les travails, tout le monde, les jobs sont importants. Là, le travail qu'on fait, c'est tout le temps important, mais c'est pas toujours avec un impact de dire on sauve des vies. Mais toi, tu peux le dire. Comment tu te sens quand tu entends ça? Tu dis... J'ai pleuré. Non, mais j'ai des mouchoirs aussi. T'es cute. Mais ça me touche énormément parce que c'est ça le mandat d'une vie. Puis souvent, on se dit, tu sais, moi, j'ai été en thérapie pendant longtemps, je vais bien psychologiquement, je continue la thérapie, moi, j'y crois beaucoup. Mais j'ai quand même la tendance à vouloir en faire plus toujours, puis à me demander si j'en ai fait assez. Fait quand j'entends ça, je me dis, c'est ça, le succès, c'est ça. C'est pas le succès financier, c'est pas les accolades, c'est de savoir qu'on a eu cet impact-là. Tu sais, ça aussi, c'est important dans ma vie. J'ai plein de citations, tout le monde, là. Dans mon bureau, là, de ce côté-là, il y en a une de Maya Angelou Crois qui en toi, espoir. Oui, puis il y en a une, l'important de Maya Angelou, c'est les gens vont oublier qui tu étais, ce que tu faisais, mais ils n'oublieront jamais la manière dont ils se sont sentis avec toi. C'est magnifique, ça. Elle en avait des mots de sagesse, Maya Angelou. Oui. Puis moi, c'est ça mon souhait. Je me dis, si la majorité de ma vie, je suis capable d'aider l'autre, que ce soit dans mon bureau ou à l'extérieur de mon bureau, je me sens bien. Ça m'aide. Ça fait en sorte qu'il y a une grande partie de moi qui me dit, je m'en fous si j'ai une photo où j'ai l'air grosse. C'est vraiment important dans la vie. Photo, j'ai l'air grosse, je viens de sauver quelqu'un. Photo, j'ai l'air grosse. C'est ça. C'est ça. Tu te dis, OK. Je veux dire, c'est pas vrai. Moi, je pense que je peux pas dire qu'il y a pas des moments dans ma vie où je voudrais être plus mince pour pouvoir m'habiller peut-être différemment des fois. Mais c'est correct que tu dises dans le sens que la société, on a quand même été élevé dans un modèle. Tu sais, je disais... au changement de la ménopause. Je l'ai même dit à Emma en toute transparence, mon corps a changé. Je voulais pas avoir l'air d'une hypocrite en disant que je m'en foutais. C'est ça. Puis c'est pas ça le message qu'on veut dire aux femmes, que c'est juste que je veux relativiser sur l'importance que je veux accorder à ça versus d'autres choses dans ma vie. Oui, tu sais, c'est comme... moi, souvent, j'en parle aux patientes, aux clients ici. Je vais dire, regarde, cette photo-là, je l'aime pas, je passe à l'autre. Ma photo de profil, je vais l'aimer. OK, je vais m'assurer que ce soit une belle. Puis je le porte pas pendant longtemps du tout. J'aime pas, fini. J'aime. Il y en a plein que j'aime. J'ai choisi une photo, à un moment donné, qui m'a dit ça? Oui. On parlait, justement, on parlait de double menton. On se parle de n'importe quoi, c'est ça le podcast. C'est ça le podcast, il n'y a pas de filtre. Fait que là, on riait, je me souviens plus avec qui je riais il y a quelques jours, qui disait, Rihanna, elle a inventé quelque chose où tu peux mettre du tape ici. Je dis, oui, mais quel genre de personne je serais? Ou par exemple, ma photo de profil, si je prenais celle où j'ai l'air super mince, c'est pas moi. Mais là, avec c'est ça. Je veux pas me coller des affaires pour un podcast, aimez-vous, puis j'ai mais là, on s'entend-tu qu'on s'éloigne tellement de l'authenticité? C'est tout ça, là. C'est ça. Fait que je pense que c'est correct tout à fait de vouloir être sur son... Comment on dit? Tout le monde, on veut projeter la meilleure image de nous, c'est normal. Il y a des journées et des moments qu'on s'aime pas, on n'aime pas l'image qu'on a vue. C'est normal aussi. C'est ça. C'est juste de prendre conscience de l'importance qu'on y accorde. Ça mérite-tu l'importance? Ça devrait être juste comme, OK, c'est pas ma meilleure photo ou bouf, là-dessus. C'est ça. Bon. Mais puis après ça, on passe à d'autres choses. C'est plus ça. Moi, ce qui m'a beaucoup aidée, puis ce qu'on appelait beaucoup à la clinique ici, c'est de travailler, de faire des exercices par rapport à son système nerveux, la respiration, la méditation, prendre du temps à tous les jours pour manifester pour la paix, pas pour un résultat. Tu sais, quand tu travailles, tu investis ton système nerveux, tu arrives à te calmer plus facilement, puis tu vois plus clairement ce qui est important sur ton parcours. Ça, c'est sûr, puis c'est quelque chose qui se travaille. Moi, j'ai fait un épisode avec une
avec une maître yogi que je suis beaucoup parce que justement, j'aime cet aspect-là. Puis c'est correct, Oui. parce qu'il y en a qui vont le trouver, pas besoin de faire du yoga pour trouver ça. obligé. Mais une fois que tu as la maîtrise sur ta respiration, puis tu es Oui. capable vraiment d'aller travailler ça, que c'est un exercice comme n'importe quoi, on se calme de tout ça. Puis on en a besoin souvent dans la vie. Vraiment. C'est comme moi, je me pensais zen, mais ça fait longtemps que c'est ça. Tout le monde a cette réaction-là quand je dis ça. Je suis comme, OK, je suis zéro zen, mais je suis capable d'avoir des moments où je vais pratiquer de la zénitude. Donc, Oui. pas besoin d'être un moine bouddhiste là, pour Oui. être zen. C'est juste de reconnaître des moments où des fois, c'est un petit peu trop intense. Puis là, je suis comme, OK, je ramène ça un petit peu, une coche ou deux en bas. Mais moi, je ris pas parce que t'es pas zen. C'est Je parce te confirme, que t'as de je le suis pas tant que l'énergie. Non, mais c'est qu'on pense que les gens qui sont très énergétiques sont pas zen. Mais moi, je pense pas. Moi, je pense que... Ben oui, je on pense que c'est peut- deux choses différentes. c'est Je pense deux qu'on choses peut... différentes. Absolument, absolument, de développer des moments où est-ce que... Moi, je disais justement que quand je vais au yoga, je suis quelqu'un... Même cette personne-là pensait que j'étais quelqu'un d'introverti. Je parle à personne, puis je suis dans ma Oui, bulle. Mais c'est c'est juste... ça. C'est les moments où j'ai besoin, moi, de ça. Oui. Même si dans la vie, c'est la seule place où je suis comme ça. Oui. Donc, on a tous des moments où on C'est déconnecte. ça. Puis on... C'est ça. Tania, c'est une conversation, là. On chemine, on approche la fin. Qu'est-ce que tu vois que tu aimerais pour la clinique? Ah, ce que j'aimerais pour la clinique. Ouf. Ce que j'aimerais pour la clinique, c'est de poursuivre dans la lignée où on intègre vraiment les meilleures pratiques auprès des gens qui ont des besoins. J'aimerais élargir notre cercle pour être capable de rejoindre plus de personnes. J'aimerais ça qu'il y ait une possibilité que les pauvres personnes qui ont besoin de financement en aient pour venir à notre clinique. Oui. Puis là, je suis en train un peu de réaliser mon rêve. J'ai incorporé une autre compagnie sur le plan canadien pour des suivis en ligne spécialisés. Je suis sûre qu'il va y avoir beaucoup On de en demandes. a déjà, ça fait quelques jours. Puis c'est pour ça que ce matin, je suis arrivée, je suis là, j'étais pas zen. Mais Là, on a beaucoup, beaucoup de demandes parce qu'il y a très peu d'endroits spécialisés à travers c'est le ça, Canada. ça revenait à ce qu'on disait. Puis c'est vrai, que la minute que tu tombes là-dedans, tu te rends C'est compte ça. que l'aide spécialisée manque. C'est ça, exactement. Fait que c'est ça. Puis c'est aussi d'être capable d'avoir une relève. Je commence à être plus vieille. Je commence à trouver plus de personnes dans mon équipe. Fait que qui t'es dans pourraient- la... c'est ça, dans la planification, la succession de C'est ça. qu'est-ce qu'on veut léguer. Hein? Ça revient un petit peu à tout ça. Oui, exactement. Puis le podcast, pourquoi avoir décidé de joindre avec l'équipe, reprendre ma place? Bien, en partie, je te relance la balle parce que moi aussi, ça a été un coup de cœur quand on s'est rencontrés, vraiment honnêtement. Alors, c'est en partie parce que je voulais participer à ce que tu faisais. Je crois beaucoup aussi en Ça me la fait mission plaisir. du podcast qui n'est pas juste liée aux troubles alimentaires sévères. J'aime cette notion d'aider tous les femmes à mieux se comprendre. Ouais. Oui, puis à essayer de trouver comment on arrive à être bien dans notre peau, dans notre cœur, dans notre tête. Alors, On est très, très content de vous savoir comme collaborateur, Ça vraiment. me fait vraiment plaisir. J'en suis fière. Mot de sagesse pour la fin, ceux et celles qui nous écoutent. Ah, t'es mignonne. Tu dis ça parce que je fais ça dans le groupe. Dans mes groupes, je demande toujours oui? un mot de la fin, mais c'est pas toujours sage. Mot de Fais-les comme tu sagesse, veux. Garder espoir. Pour moi, c'est tellement important d'être capable de s'accorder un moment pour connecter avec soi, pour vraiment être le bon barème de est-ce qu'on va bien ou est-ce qu'on va pas bien. Puis si on n'est pas bien, d'accepter au moins d'en parler à des gens dans notre vie qui nous aiment. Au mieux, s'il y a un problème, de consulter puis de garder espoir. Parce que moi, c'est Oui. ça, peut-être le nugget, le mot, la sagesse, c'est que dans mon expérience, puis c'est vraiment ce qui est cool quand ça fait 25 ans qu'on a une clinique, c'est qu'on en a de l'expérience. Ben oui. Moi, j'ai tellement vu des histoires extraordinaires. Des gens qui rentrent dans mon bureau, des fois, on se dit « Oh là là, ça va être difficile. » Oui, oui. C'est plate quand les gens OK. disent ça, tu peux pas te rétablir complètement de ça, c'est faux. Puis là, tu vois que cette personne-là, il arrive quelque chose à un moment donné, peut-être pas au début, mais à un moment donné, il arrive quelque chose, puis il y a un changement, puis ils se rétablissent. Oui. Le nombre de personnes que j'ai vues, les autres, on avait abandonné, hein, les autres professionnels, l'entourage, peine perdue, cause perdue. Il n'y en a pas des peines Ah perdues. non, il n'y en a pas. Fait que moi, j'ai des exemples extraordinaires que j'ai vus avec mes yeux, des gens que j'ai aidés directement ou indirectement. Fait qu'il ne faut pas
Espoir, ça serait le mot. C'est ça, espoir. Espoir, ton mot que tu aimes beaucoup. Qui est le vrai mot. Oui. Fait que gardons espoir. Gardons espoir. Tania, mais là, on ne peut pas se faire des câlins à cause C'est des micros, ça. mais merci. Quel plaisir. Plaisir de faire cette aventure-là avec toi et ton équipe. Plaisir d'avoir échangé à chaque fois. Je trouve que ça fait du bien. Puis, c'est pas la dernière fois. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Alors, un gros merci. Merci pour l'invitation. Puis, On se dit, ben oui, il y a plein de sujets. On va parler de deuil, on va parler de trauma. Oui. Alors, je veux remercier mon équipe aussi, sans qui ça serait pas possible d'avoir ce podcast-là. Sophie Lissa à la technique. Elisabeth Gagnon, créatrice de contenu, photographe. Merci les filles. Merci. Merci à vous d'être à l'écoute parce que on le dit toujours, mais nous, le plaisir de faire ce podcast-là, c'est vraiment dans le partage de nos expériences, du contenu qu'on espère résonne avec vous. Et on vous demande aussi de partager. Allez vous abonner à notre chaîne YouTube, Spotify, Apple Podcasts et partagez avec d'autres autour de vous. On veut créer une communauté. Je vous dis à bientôt.